Vous êtes muté, adorateur. Ah, ok, là, vous m'entendez? Yes. Ah, d'accord, merci beaucoup. Je disais bonsoir, mes frères, chers compatriotes. C'est une grande joie de se retrouver aujourd'hui pour la conférence. Comme c'était dit, nous nous excusons pour les retards. En fait, c'est le minute qu'on a donné au retardateur afin qu'on puisse commencer ensemble. Et je pense, allons commencer. Avant d'aller plus loin d'abord dans PDG, je vais paraphraser les objectifs du gouvernement en place que nous nous sommes assignés, étant CCFC ici en Chine. S'il y a les nouveaux déjà, CCFC signifie Communauté congolaise en formation en Chine. Donc, il y a quelques objectifs que la hiérarchie s'est assignée, entre autres, renforcer la cohésion et l'unité au sein de la communauté des étudiants congolais en Chine, en créant des liens durables entre les membres, en favorisant l'échange intergénérationnel. Ce qui est vrai, la communauté congolaise ces derniers temps, je ne peux pas dire qu'il y a totalement la division. Donc, il y a les membres qui, ok, les mots que je voulais employer, il y a les membres qui se sont déjà, bon, je ne sais pas, retirés, les autres fatigués. Bon, comprenez, c'est partout dans toutes les communautés aujourd'hui. Il y a des membres, bon, ils viennent en Chine, ils ne veulent pas participer. Alors, le gouvernement en place, c'est de renforcer la cohésion et l'unité. Chercher à intéresser ces membres-là, leur demander qu'est-ce qui ne va pas, afin que tous puissions travailler ensemble et réussir ensemble pour ce qui est, pour ce qu'il y ait de la vie estudiantine ici en Chine. Et aussi, le gouvernement en place s'est engagé à améliorer la prise en charge des étudiants en difficulté administrative, financière, logistique et psychologique. Surtout psychologique, là on parle de la santé mentale. Bon, ici, nous sommes exposés à la dépression, loin de nos familles. Tout ça, ça pose des problèmes. Alors, les comités en place s'est dit, c'est bien d'intéresser les étudiants. C'est bien de créer cette communauté qui, la hiérarchie, est proche des Congolais ou des compatriotes. Aussi, nous sommes là pour promouvoir la culture congolaise, Banamboka. Donc, nous sommes là pour promouvoir cette culture ici en Chine. Comme nous le savons bien, ici en Chine, la culture occupe une place très importante. Alors, de même, devons-nous trouver une place dans cette culture pour que tous puissent comprendre que non, non, il y a les Congolais qui vivent. Comme déjà nous les voyons dans d'autres villes, il y a des communautés qui font, donc c'est chaud et ça bouge. Donc, c'est bien de continuer comme ça. Et les comités s'est engagé de vous supporter, de supporter tous ces Congolais-là, toutes ces villes-là qui cherchent à organiser des activités culturelles. En fait, il y a beaucoup d'objectifs que la communauté ou la hiérarchie s'est assignée. Entre autres, faciliter l'intégration des nouveaux étudiants en Chine. Nous le savons très bien, il y a beaucoup de challenges aujourd'hui. La plupart de nos compatriotes, ils arrivent en Chine ou ils arrivent en Chine. Anglais, c'est compliqué. Chinois, déjà, bon, mais au Banfa. Voyez un peu, c'est un problème très sérieux pour ces. C'est un monde différent. Ce n'est pas comme en France où tu te réduis, tu peux parler comme tu veux. Mais ici, il y a déjà des barrières, des obstacles pareils. La hiérarchie s'est dit, c'est bien, ok, de faciliter cette intégration-là des nouveaux étudiants dont nous faisons partie de cette hiérarchie-là pour ce qui est académique, aider les étudiants à se retrouver, ceux qui ne parlent pas anglais, ceux qui ne parlent pas chinois, donc des problèmes de recherche scientifique, ainsi de suite. Nous sommes là, ensemble avec le président et son corps qui dirige, afin d'améliorer ou de faciliter cette intégration. Dans PDG, pour ne pas trop parler, je vais introduire l'homme du jour et on va passer au débat. Il y aura les moments de questions, voire même d'ajout. Ce sera presque à la fin, après son exposé. Cependant, on va d'abord le présenter. Bon, il y a les gens qui me demandaient, mais adorateur, là, plutôt, excellence, man. Mais ce monsieur-là, il semble être jeune. Bon, il connaît quoi en aïe? Et avec son thème qui est un peu flou, je les ai dit, comme un petit. Venez, vous allez voir l'homme du moment. Il est jeune, mais il est rempli de talent. Il est jeune, il est rempli de connaissances. Il a une tête bien faite. Alors, pour ce qui est de sa présentation, peut-être vous ne l'avez jamais vu aux médias, bon, des gens me demandaient s'il est congolais ou pas. Il se nomme M. Dombasi Diakousala Joao André.
est un Congolais de père et de mère, quand bien même son nom posait les problèmes. C'est un licencié en ingénierie informatique, master en intelligence artificielle. Et maintenant, chers compatriotes, c'est un candidat pour doctorat en robotique et IA. Comprenez déjà la lourdeur des domaines comme ça. Bon, nous là, nous sommes je vais dire les apprentis dans ça là. Donc, c'est un jeune Congolais. Il est encore chercheur. Au-delà d'être candidat, il s'est porté candidat pour doctorat. Il est aussi chercheur en Internet des objectifs. Donc, vous voyez combien la RDC a de la chance. C'est ce que je disais la fois passée. Le gouvernement doit aussi s'appuyer à des têtes bien faites qui sont ici en Chine. Donc, comme je l'ai dit, il est chercheur en intelligence artificielle à Internet des objectifs dans l'Institut de recherche métavers de Nanjing, University of Information Science and Technology. Il est aussi auteur et co-auteur d'un nombre d'articles scientifiques dans les domaines de l'Internet, machine learning, ainsi de suite. Je pense qu'il va nous donner les liens où on va lire ces articles. Dans BDG, nous l'invitons directement, Monsieur Dombasi Diakosala Joao, à vous la parole. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Je ne sais pas si vous me recevez 5 sur 5. 5 sur 5. Merci. C'est un réel plaisir de vous avoir connecté pour qu'ensemble on parle de l'intelligence artificielle. Déjà, je suis très heureux qu'il y ait un grand nombre de gens qui s'intéressent au débat académique, au-delà des discussions sur Internet et sur Facebook sur ce qui est EA ou ce qu'il n'est pas. Nous avons aussi promis qu'il n'y aura pas beaucoup de calculs, ou en tout cas pas de calculs, puisque nous voulons rester dans l'aspect conceptuel et non technique. Voilà pourquoi le modérateur a dit que les sujets étaient flous. En réalité, c'est plutôt dans le sens conceptuel de l'intelligence artificielle au lieu de l'approche technique ou l'implémentation en soi de l'implémentation en soi de l'implémentation en soi. OK. Désolé, je partageais l'écran. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Est-ce que l'écran est visible, monsieur le modérateur? Oui, nous pouvons voir votre écran, merci. Ah, merci, merci. Voilà. Donc, le thème, c'est l'IA n'est pas l'intelligence ou une intelligence. Et en tout cas, il y a une phrase aussi importante que j'ai annexée en dessous du titre, c'est « Et c'est précisément pour cela qu'elle est puissante. C'est parce qu'elle n'est pas une intelligence qu'elle est puissante. » Et nous allons découvrir ensemble pourquoi est-ce que ceci est une déclaration forte. Eh bien, ça ne relève pas de la technique d'implémentation des systèmes intelligents, mais plutôt de la conception, on parlait même de la philosophie de l'intelligence artificielle. Donc, comme il est logique pour tous de savoir que ça ne sert à rien d'inviter quelqu'un à un repas et préparer ce qu'il ne mange pas. Donc, nous vous avons invité, nous voulons être à votre soif et respecter tous les backgrounds scientifiques et académiques de tous les chers amis qui sont présents. Bon, l'IA est devenue aujourd'hui la règle du jeu. Elle est à la une des infos et des débats. Les experts entre eux, les débutants entre eux, et même les ignorants entre eux, sur Facebook et autres. Mais s'il faut parler d'IA, autant commencer par les commencements. Déjà en 1950, il y a Alan Turing, qui est le père fondateur de l'informatique théorique et de l'intelligence artificielle. En 1950, il écrit « Une machine est intelligente si son comportement est indistinguable de celui d'un humain. » En gros, il dit « L'intelligence se juge par les comportements observables, pas par les mécanismes internes. »
Pour comprendre le contexte de cette déclaration puissante, il faudrait savoir qu'au début de l'IA, il y eut un grand et long débat. Les grands débats opposaient les naturalistes, c'est-à-dire souvent les gens qui étaient associés à l'approche biologique ou connexionniste, c'est-à-dire l'intelligence doit émaner d'un cerveau biologique, naturel, comme celui d'un animal ou en particulier de l'humain. Et le débat opposé, c'est naturaliste aux logiciens. Le logicien, autrement dit, les partisans de l'approche symbolique. Dans ce cadre, il y a un concept très connu sous le nom de Turing test que ce savant Alan Turing a proposé pour exprimer sa part de vérité dans ces grands débats. Alors, le test avait pour rôle de répondre à une question particulière, spéciale, importante. Est-ce que les machines peuvent penser? Alors, il nous donne une expérience des pensées qui se présente de la façon suivante. Supposez que nous avons 3 chambres. Nous ayons 3 chambres. Les 3 chambres séparées par 2 murs. Le premier mur sépare la chambre A de la chambre B et le deuxième mur sépare la chambre AB de la chambre C. Dans la chambre A, il y a une machine. Dans la chambre B, il y a un candidat humain. Dans la chambre C, il y a un juge humain, un autre humain, mais qui joue maintenant le rôle du juge. A et B n'interagissent en aucun cas, mais C, le juge humain, il peut interagir avec la chambre A ou la chambre B sans savoir si dans la chambre A, il y a une machine ou un humain, ou si dans la chambre B, il y a une machine ou un humain, une machine ou un humain. Donc, il sait qu'il y a en tout cas une machine quelque part et un humain quelque part, mais il ne sait pas laquelle des chambres a l'humain ou la machine. Il ne peut interagir par le deux que par de lettres qu'il écrit sur un document et qu'il fait entrer par un petit tiroir qui sort de l'autre côté du mur. Alan Turing, il dit, selon lui, la machine qui est dans A sera jugée intelligente si après un certain nombre d'interactions, un certain nombre de séances de questions-réponses, le juge humain est incapable de distinguer les réponses venant de la machine et celles venant de l'humain, puisque à chaque tour, il va poser la même question aux deux machines, aux deux chambres, celle de la machine et celle de l'humain. Mais si après un certain nombre, il ne peut même plus distinguer lequel des réponses venait de la machine ou lequel venait de l'humain, alors la machine peut être jugée intelligente. Ça renforce encore son opinion sur ce qu'il appelle intelligence. Donc, une machine est intelligente si son comportement, les comportements, c'est-à-dire, il nous donne des résultats, il fait des actes, il pose des actes que nous jugeons indistinguables de ceux qu'un humain aurait posés, et non pas de sa structure biologique ou artificielle. Et dans le même esprit, nous avons une approche rationaliste. C'est Russell et Norvig, deux scientifiques, en 1995, ils vont dire ceci: l'IA est l'étude des agents rationnels capables d'agir pour atteindre des objectifs. Vous voyez qu'eux aussi, ils sont dans la même philosophie, celle de dire que ces agents rationnels, c'est-à-dire ils réfléchissent, ils ont une logique. Notre instrument de mesure, c'est de juger les actes, agir, et l'objectif qu'ils atteignent, et non pas leur structure. Déjà là, nous pouvons aller dans une approche qui est maintenant l'approche plus ou moins technique, qu'on appelle l'approche statistique moderne, celle qui dit l'IA est un système, d'abord c'est un système, vous voyez, capable d'apprendre, on parle d'apprentissage, des modèles, on parle d'une construction mathématique, à partir de données pour effectuer des prédictions ou des décisions. Données, prédictions, décisions, c'est quoi? Eh bien, nous allons le voir très bientôt, mais nous retenons déjà que selon la grande doctrine de l'intelligence artificielle, l'intelligence est jugée par les comportements et non pas par les processus biologiques. Différemment de la psychologie où souvent
on lit l'intelligence artificielle comme l'intelligence plutôt avec la structure du cerveau, les particularités. Comme nous savons, souvent les génies, ils ont des problèmes de retard mentaux, ils ont telle ou telle autre partie spéciale dans leur cerveau. Eh bien, dans la grande philosophie de l'intelligence artificielle, l'intelligence est souvent centrée sur la résolution du problème, sur la prédiction, sur les comportements et non pas sur la structure physique ou topologique de l'instrument utilisé ou du système. En cela, déjà, nous aimerions dire à tous les amis qui sont présents que IA ne veut pas dire automation, ne veut pas dire robot. Ce n'est pas parce que quelque chose est fait automatique ou automatiquement ou par un système robotique que c'est IA. Et nous allons voir qu'est-ce que nous voulons dire par cela. Maintenant, nous avons déjà un modèle bien construit ou construit dans la philosophie de l'intelligence artificielle, disons en moins, ou dans la science des données de façon générale, qu'on appelle les DIKW model, DIKW model, le modèle DIKW. Alors, ça nous permettra de comprendre les termes clés de l'intelligence. Déjà, nous disons qu'en parlant de l'informatique et de l'IA, on entend souvent tout le monde parler des données et de l'information comme si c'était des synonymes. Ce ne sont pas des termes synonymes. Leur concept peut s'expliquer par ce qu'on appelle le modèle DIKW que nous allons discuter. Voilà comment ça se présente. Premièrement, nous avons le D, qui veut dire data, en français données. Par exemple, supposons que vous ayez reçu un message dans votre téléphone, numéro inconnu, et vous avez une suite de chiffres 10, 7, 11, 16, 17.5, 3 et 16. Et soudainement, vous recevez ce message sans savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, dans les termes techniques scientifiques, nous disons que ce sont des valeurs brutes, sans contexte ni signification. Donc, ce sont les données. On ne sait pas encore ce que représente ce nombre. C'est ça les data, c'est ça les données. Des valeurs brutes sans contexte ni signification. Ensuite, nous avons le I. Donc, quand nous avons maintenant un contexte, par les moyens de la contextualisation, nous avons l'information. C'est-à-dire, nous savons maintenant que ces nombres représentent des âges humains. Ce sont les âges des individus. Là, nous avons un contexte de ces nombres. On parle maintenant d'information. Information sans contexte, c'est les données. Données avec contexte, c'est information. Ensuite, par les moyens d'interprétation, nous avons le knowledge, les cas, la connaissance. C'est-à-dire, par exemple, une connaissance d'une loi, une règle de société ou quelque chose, un principe de travail. Par exemple, dans le cadre de la loi, les âges moins de 18, inférieur à 18, égale mineur. Ça, c'est une connaissance. Alors, quand on applique cette connaissance ou quand on applique cette règle à l'information que nous avons, nous pouvons maintenant avoir la connaissance. Nous connaissons, nous savons que ces individus sont des mineurs. Et enfin, nous avons maintenant, par le jugement, le W, le wisdom, la sagesse, qui nous permettra de faire une décision. Par exemple, dire ces enfants ou ces individus ne sont pas permis de voter, ils sont mineurs. Donc, c'est ça. Le data, c'est quoi? C'est les données. Données, c'est quoi? Eh bien, ce sont les valeurs brutes sans contexte. L'information, eh bien, c'est l'interprétation des données, c'est-à-dire ajouter du contexte à l'information. La connaissance, c'est quoi? Eh bien, c'est appliquer les règles que nous maîtrisons sur l'information que nous avons. Et enfin, le jugement, la décision, le wisdom, la sagesse, c'est quoi? Eh bien, c'est prendre des décisions, prendre une position par rapport à ce que nous avons comme connaissance. Alors, avec cela, nous allons maintenant parler d'un concept super capital, celui du réductionnisme disciplinaire. La tendance à réduire un domaine complexe à la sous-discipline que l'on maîtrise. C'est-à-dire, quand quelqu'un prend un domaine complexe, grand, et il les définit par rapport à une partie de ces grands domaines, nous appelons ça réductionnisme disciplinaire. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une faute, c'est plutôt une habitude normale
humain, mais il faut l'éviter quand nous faisons une discussion vraiment académique et scientifique précise. Et là, nous voulons avoir un exemple clair pour voir ce que ça veut dire. Par exemple, qu'est-ce que l'amour? Bon, nous dédions cette question aux amoureux et aux romantiques. Toutefois, nous ne sommes pas contre les célibataires. Mais voilà, il y a une question importante qui se pose. Qu'est-ce que l'amour? Alors, un sociologue pourrait dire que c'est un contrat social et culturel visant à stabiliser la structure familiale et la transmission du patrimoine. C'est pas faux, sauf que c'est limité à l'aspect sociologique de l'amour. Un deuxième candidat, un psychologue, dirait que c'est un état mental résultant de l'attachement émotionnel et de la satisfaction des besoins affectifs précoces. Est-ce que c'est faux? Absolument pas. Mais c'est limité à l'aspect psychologique du terme. Nous pouvons avoir un biologiste qui dirait que c'est un mécanisme de sélection naturelle favorisant la reproduction et la survie de l'espèce. C'est vrai, mais ça se limite à une dimension biologique du terme. Nous pouvons avoir un dernier exemple. Un chimiste dirait que c'est une simple libération massive de dopamine, d'ocytocine et de sérotonine dans les cerveaux. Tout ça, c'est vrai, mais rien de toutes ces définitions nous disent exactement ce qu'est l'amour. Pourquoi l'amour, c'est un concept complexe, mais chacun dans son domaine, il essaie de le définir par rapport à ce qu'il maîtrise. Et c'est exactement ça que nous devons éviter quand nous discutons de choses complexes, puisque ça nous empêche de voir la totalité, le gros plan de toute l'affaire. Par exemple, pourquoi nous avons donné cet exemple? Dans le cas de l'intelligence artificielle, nous avons les expert systems. Ce sont des systèmes vraiment qui ont commencé depuis les débuts de ce qui est appelé aujourd'hui l'intelligence artificielle. Vous avez une base de connaissances, plus ou moins une base de données, et vous avez des algorithmes qu'on appelle des moteurs d'inférence qui vont prendre les données et nous donner des résultats. Par exemple, nous avons aussi les machine learning qui permet à partir des données de tirer des conclusions qui sont difficiles à exprimer par des formules comme x carré ou y est égal à ceci, cela. Nous avons la robotique où une machine peut accomplir des tâches plus ou moins complexes et sans intervention ou plus ou moins détachées de l'homme. Nous avons par exemple le computer vision qui permet à ce que l'ordinateur, une machine puisse utiliser la caméra comme si c'était les yeux humains et le cerveau pour nous dire qu'est-ce qu'il voit dans l'image et nous expliquer le contenu. Nous avons le Natural Language Processing. Avec le chat GPT, nous voyons comment c'est intéressant. Nous pouvons donner les textes et nous explique. Nous pouvons lui donner un sujet. Il va détailler cela, il va le développer, il va générer les textes et tout consort. Nous avons les plannings où IA peut vous donner des conseils et autres. Mais aucun de ces domaines est entièrement l'IA. Nous connaissons IA par rapport à ce qui nous intéresse. Si nous voulons écrire une dissertation ou bien nous voulons modifier une image, créer une fake news ou quelque chose comme ça. Mais l'intelligence artificielle ne se résume pas par le fait de changer une image ou bien d'avoir un robot qui va déplacer une boîte d'un endroit à un autre. Ça, c'est le réductionnisme disciplinaire. Ensuite, nous allons maintenant voir de façon concrète. Qu'est-ce que nous disons quand nous parlons des systèmes informatiques? Bon, nous voulons parler des systèmes intelligents, de l'intelligence, mais autant commencer par quelque chose que nous maîtrisons. Tout le monde connaît la structure générale d'un système informatique. Eh bien, il y a trois parties essentielles. Il y a le input, l'entrée des données, le process, le traitement des données, et le output, la sortie des données. Nous avons nos données, nous les passons dans une machine, et puis nous aurons un résultat. Le résultat dépend en réalité du traitement qui sera fait. Le traitement est souvent au choix. Et quelquefois, souvent, très souvent, nous avons une mémoire qui va garder les informations qui sont nécessaires et pertinentes pour les traitements. Alors, sur base de ces modèles, nous pouvons aussi modéliser un système intelligent, c'est-à-dire un système qui a de l'intelligence. En tout cas, jusqu'à présent, nous pouvons représenter cela comme quelque chose comme ça. Supposons que nous ayons une image et nous voulons un système capable de nous dire que dans cette image, il y a telle chose. Par exemple, dans ces cas, nous voyons un chien ou un chiot. Alors, le système intelligent se construit plus ou moins exact à
un système informatique. Donc, nous avons une image. L'image nous donne deux éléments. Il y a les données et il y a le bruit. Les données, c'est le chien, l'image en soi. Il y a le mur qui est derrière, le background, l'arrière-plan. Mais le bruit, c'est par exemple, cette image est floue. Il peut avoir, l'image est floue, c'est un bruit. L'image a des pertes partielles. Nous voyons, elle est coupée de part et d'autre. Ça, c'est tout ça ensemble forme nos données d'entrée. Donc, nos propres informations, plus les bruits, ça forme les données que nous allons passer au traitement. Maintenant, dans le cas d'IA, ce qui est différent est que le traitement est inconnu, d'où nous utilisons une boîte noire, black box. La boîte noire du milieu est en effet symbole du traitement qui est compliqué, que nous ignorons, que nous ne maîtrisons pas complètement, par lesquels doit passer notre donnée. La donnée pouvait être un texte ou un titre ou une vidéo ou un audio. Dans ces cas, pour cet exemple, nous prenons une image qui va entrer dans cette boîte noire avec des opérations inconnues. Et à la fin, il nous dit que c'est un chien. Alors, dans les termes techniques, nous disons, nous avons les données plus bruit ensemble qui entrent dans les systèmes noirs inconnus. Et après traitement, nous avons la prédiction. Prédiction, c'est-à-dire, vous voyez déjà que le terme ne dit pas résultat, il dit prédiction, c'est-à-dire il prédit. C'est comme une prophétie. Ça peut être vrai, ça peut être fausse. Et nous allons en parler un peu plus tard. Ensuite, nous pouvons formaliser, reformuler, disons, cette représentation que nous venons de voir, donner plus bruit, dans un système boîte noire qui nous donne une prédiction. Et après une reformulation, nous pouvons avoir quelque chose comme ça. Donc, on a juste redéplacé le parti de ces structures. Nous avons une boîte noire dans laquelle va se trouver une image et ça va nous donner une prédiction chien. Nous avons juste repositionné les objets, mais c'est important, cette reformulation, pour l'étape suivante, qui est celle-ci. Vous voyez que la boîte noire est toujours là, les parenthèses sont là. Maintenant, au lieu de l'image, nous avons X, qui est la partie information que nous voulons, et bruit, qui est les perturbations que nous avons dans les données, représentées par la lettre Y epsilon. Et puis nous avons Y qui est maintenant la prédiction, ce que nous recevons comme résultat de cette opération, de ces traitements noirs que nous ignorons. Alors, la boîte noire peut être représentée par la lettre F. Général, c'est une habitude en mathématiques de représenter une fonction par F, comme pour dire F pour fonction. Donc, on a X en majuscule. Nous n'entrerons pas dans les détails mathématiques. X est en majuscule puisque c'est une matrice. Y est en minuscule parce que c'est un vecteur. Epsilon, c'est une lettre grecque. C'est aussi une matrice qui représente la perturbation. C'est que nous ne voulons pas dans la donnée, mais qui est là. Par exemple, à cause des problèmes de luminosité, l'image était mal conservée, et ainsi de suite. Ensuite, nous pouvons maintenant enfin formaliser cette représentation que nous venons de reformuler. Nous pouvons la formaliser en écrivant celle-ci. Et je vous promets que ça, c'est la dernière et la seule équation ou la seule fonction que nous présentons ici. Les restes n'ont rien à voir avec les calculs. D'ailleurs, nous avions promis ne pas faire des calculs ici. Vous voyez que c'est exactement cette représentation graphique des systèmes qui s'est formalisée pour se représenter comme Y est égal à F de X et epsilon. X étant les données d'entrée, epsilon comme le bruit, l'imperfection dans les données, et Y est notre prédiction, c'est que nous voulons avoir comme prophétie, c'est que IA pense que la réponse devrait être. Et F, c'est la fonction de correspondance qui nous dit, voilà la relation entre X, epsilon et votre réponse. À partir de là, nous sommes éclairés qu'un système intelligent est basé sur un système informatique. Système informatique, entrée, traitement, sortie. Système intelligent, entrée, traitement, inconnu et sortie. Ensuite, nous avons un exemple. Ça, c'est l'exemple d'un article que j'ai soumis qui a été accepté le 29 janvier 2026. Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour exactement
présenter de façon pratique l'exemple d'un système intelligent. Cet article vient d'être accepté. Et ici, j'ai construit un système électronique. Ce système électronique, le PCB, est lié avec des composants électroniques, des capteurs électroniques qui sont soudés ou bien placés stratégiquement sur un gant. On a cousu et cette composition électronique ensemble va être utilisée dans un grand système comme celui-ci. Ces systèmes nous montrent l'image 1 qui montre l'interaction entre nous et la machine, puisque c'est nous qui sommes la source des données. Alors, vous voyez quelqu'un porter ses gants et tenir un objet. Et maintenant, nous avons l'étape 2 où nous avons les données, c'est-à-dire l'équipement électronique nous permet de relever les angles de chaque doigt, de chaque jointure de doigt. Nous en avons 14 par rapport à ces systèmes. Et c'est PCB ou cet instrument électronique qui va nous prélever tous ces angles, toutes ces informations, les pressions, tout ça. Et nous allons appeler ça D. Pourquoi nous n'avons aucun contexte, aucune connaissance, aucune compréhension de ces données. Mais avec la contextualisation, nous allons maintenant arriver ici au niveau 3, où nous voyons que chaque donnée ou chaque portion de données a maintenant une interprétation. Nous savons que nous avons les flex, la pression et les MPU. Les détails ne sont pas importants pour cet exposé. Nous avons maintenant l'information puisque nous connaissons que représente chaque valeur. À partir de l'information, nous pouvons faire un jugement. Le jugement nous est aidé par IA. IA va prendre ces informations et nous dire, par exemple, quel est l'objet que vous tenez à la main. À partir de cet objet, nous pouvons maintenant bouger l'objet correspondant dans un espace virtuel. Donc, le système vous permet de revêtir ses gants, vous tenez un objet et l'objet est identifié par IA et avec le jugement, nous pouvons maintenant dire, puisque IA nous a dit que c'est un porte-monnaie, portefeuille, alors nous pouvons prendre le portefeuille et le bouger selon l'orientation de votre main en temps réel, sans passer par la caméra, bien sûr. Ça, c'est un système que je construis qui a été accepté comme article scientifique. Et par exemple, pour voir à quoi peuvent ressembler les données, ici, vous voyez, j'ai environ 100 000 données. Et ces 100 000 données, vous pouvez voir chaque fil électronique a été source d'une colonne, source d'un certain type de données qui sont là. Et enfin, nous avons des prédictions. Ça, c'est ce que nous disons à IA, que telle suite de données représentait tel objet. Mais après entraînement, après cette boîte noire, passage, le traitement dans cette boîte noire, l'IA est capable de répéter les mêmes opérations. Ensuite de cela, nous pouvons maintenant avoir un deuxième exemple qui est l'un des grands exemples, le grand accomplissement des IA. En 2016, il y a Lee Sedol qui est un champion du monde dans les tournois professionnels de Go. AlphaGo est une intelligence artificielle créée par Google dans leur labo de DeepMind. Ce qui est sujet d'admiration est que ce n'est pas seulement le fait que une machine AlphaGo a remporté la victoire sur les champions du monde du jeu de Go, mais la façon dont IA l'a fait pour le vaincre a été suite à une créativité. Il a lui-même posé des gestes qui ont inquiété les experts, mais à la fin, il a gagné. Et nous allons voir, par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'à la 5e ligne, il a fait une touche là, qu'on appelle le 37e coup, quelque chose comme ça. Moi, je ne comprends pas très bien ces jeux, mais nous savons que la réaction humaine, les commentateurs ont d'abord cru que c'était un bug, puisque depuis des siècles, les experts avaient toujours cru que c'était une grosse erreur de faire, voilà, de jouer de cette façon-là. Mais la réalité est que l'IA AlphaGo avait calculé que ce coup, bien qu'anticonformiste selon 200 ans peut-être de la culture de ces jeux, offrait une probabilité de victoire supérieure à long terme. Ici, le terme important est probabilité, c'est-à-dire
il n'est pas 100% sûr, mais il a une certaine dose de certitude. C'est ça que j'appelle prophétie, probabilité, prédiction. Et ça lui a donné la victoire. Et ce qui est particulier, remarquez que AlphaGo n'a utilisé que 5 minutes 30 pour remporter sur Lee Sedol. Lee Sedol avait déjà joué 28 minutes 28 secondes et le match était terminé. Pourtant, les tournois professionnels de Go généralement vont de 4 heures à 6 heures, 2 à 3 heures par joueur. Mais dans 5 minutes 30, Lee Sedol, les champions du monde de Go, était battu. Ceci nous montre que IA, sa façon de faire, bien qu'il suive un modèle informatique, mais ce qui se passe dans la boîte noire est inquiétant. En tout cas, les résultats sont beaux, mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'il fait de plus spécial que le cerveau parfois n'arrive pas à voir. Ensuite de cela, nous voulons voir un concept, une réalité triste mais importante. C'est qu'à chaque époque, l'humain définit l'intelligence selon les outils à sa disposition. Dans la Grèce antique, c'était la capacité rhétorique. Dans la Grèce antique, en tout cas, être intelligent signifiait savoir parler avec éloquence et persuader. Les sophistes et les philosophes valorisaient la rhétorique car la parole était l'outil principal de pouvoir politique et social. Une personne jugée intelligente était celle capable de débattre et de convaincre. Au 19e siècle, les choses changent un peu. Avec l'essor des machines et de l'ingénierie, l'intelligence artificielle, ou disons l'intelligence de façon générale, nous en arriverons à l'artificiel, l'intelligence de façon générale était souvent associée à la capacité de raisonner logiquement, calculer, concevoir des systèmes mécaniques et résoudre des problèmes techniques. Les ingénieurs incarnaient alors ce qu'on appelle l'idéal de l'esprit intelligent. Donc l'intelligence, c'est être capable, techniquement capable. Mais aujourd'hui, l'intelligence est souvent définie en termes computationnels. Quand on voit les articles en ligne, tout ce qui parle d'intelligence, souvent on parle de vitesse de traitement, mémoire, analyse des données, les algorithmes, des termes comme ceci. L'intelligence artificielle maintenant, dont nous parlons aujourd'hui, influence même notre conception de l'esprit humain, même notre définition de l'intelligence, parfois comparée à un système de traitement d'informations. Maintenant, la façon de traiter les informations, la rapidité de terminer un article et tout consort deviennent plus ou moins des signes d'intelligence dans plusieurs débats que nous voyons partout. Alors, la recherche scientifique de l'autre côté nous pose aussi un autre problème. Parce que dès qu'une machine fait quelque chose, on cesse d'appeler ça intelligence. Quand une machine ne peut pas faire quelque chose, on dit c'est ça l'essence de l'intelligence, c'est l'humain qui ne, il n'y a que l'humain qui peut faire ça, une machine ne peut pas le faire, c'est ça la supériorité de l'humanité à la machine. Mais dès qu'une machine peut faire quelque chose, on change la définition. Par exemple, par cette métaphore visuelle, cette image, nous pouvons voir que la recherche scientifique tire au loin nos objectifs, car elle crée des révolutions industrielles. Et nous ne cessons de poursuivre l'objectif que nous saurons atteindre. C'est quoi alors une révolution industrielle? Eh bien, bienvenue dans cette discussion. Une révolution industrielle désigne une période de transformation économique, technologique et sociale majeure liée à l'introduction de nouvelles machines, sources d'énergie et modes de production. Par cela, nous voulons dire quoi? Eh bien, voyez par exemple dans la première industrie ou la révolution industrielle 1.0, la machinerie, les machines mécaniques, l'énergie hydraulique et la machine à vapeur étaient ça, la règle du jeu. C'était ça qui a révolutionné le monde d'antan. Mais ensuite, nous avons l'industrie 2.0 avec la production des masses, donc en grande quantité, l'énergie électrique, le courant qui va booster les machines, ça augmente la quantité de production, la chaîne des montages, où on laisse les machines faire des opérations l'une après l'autre comme si c'était une équipe de football, c'est vers les années 1900.
Ensuite, il y aura l'industrie 3.0 avec les ordinateurs, production automatisée, électronique, et ainsi de suite, vers les années 2000. On aura industrie 4.0 avec les systèmes cyberphysiques, l'Internet, IoT, l'Internet des choses, réseaux informatiques, apprentissage automatique. Le voilà. Apprentissage automatique, nous voyons deux termes, apprentissage et automatique. On apprend des données de façon automatique parce que c'est boîte noire, ce n'est pas nous qui décidons la formule. C'est ça l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle se positionne comme une révolution industrielle de la 4e génération. Depuis les années 2010, il y a le boom maintenant. Et enfin, actuellement, nous sommes à l'industrie 5.0. Il y a la collaboration homme-robot, c'est-à-dire cette intelligence artificielle déployée dans les robots en collaboration avec les humains. Il y a des systèmes cognitifs, c'est-à-dire qui reproduisent, qui nous permettent de simuler même des phénomènes biologiques ou des phénomènes psychologiques. Il y a la personnalisation, etc., depuis les années 2020. Et ça, c'est les révolutions industrielles que nous avons déjà connues. Ensuite de cela, nous pouvons maintenant voir quelque chose d'intéressant. Parce que quand nous voyons tout ça, la façon d'implémenter ces choses, il n'y a pas beaucoup de magie. La magie, c'est plutôt dans les résultats. Mais qu'est-ce qui produit la magie? Déjà, ici, j'aimerais ouvrir une piste de débat, une piste de réflexion, de voir que un seul oiseau dans ces deux images est intéressante, est joli, est beau, mais quand ces oiseaux forment une équipe, un groupe, c'est alors qu'une beauté supérieure, une surprise va paraître. Par exemple, dans l'image numéro 1, nous voyons ces losanges qui a été créé plus ou moins comme une étoile. C'est super intéressant par rapport à un oiseau individuel. Nous voyons l'image numéro 2, les oiseaux qui forment un symbole de cœur. Donc, la surprise peut sortir elle-même de l'ensemble. C'est-à-dire, la surprise de l'IA n'est pas vraiment quelque chose de magique ou de, comme certains pasteurs parlent de diabolique, de satanique, de la fin du monde, de prédictions apocalyptiques, ou certaines personnes qui parlent de psychologie, de tout consort. Mais notre approche technique, en tout cas selon la doctrine des techniciens, est que la surprise peut émaner naturellement de l'échelle. Plus vous augmentez l'échelle, plus les surprises apparaissent naturellement. Donc, déjà, quand nous voyons la grande quantité massive d'informations disponibles pour l'entraînement, l'apprentissage des IA, donc, ce n'est que normal que nous puissions avoir des surprises du genre ChatGPT ou Gemini ou Genie.ai ou Quillbot ou tout ce que nous utilisons aujourd'hui, Dobao et tout consort, DeepSeek, puisque IA apprend de tout ce qu'il y a sur Internet. Tout ce qu'il y a sur Internet, tous les livres jamais écrits, toutes les images publiées et tout consort. Ensuite de cela, nous pouvons aussi parler de l'aspect anatomique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme nous l'avons vu au début, nous en avons parlé tantôt, les grands débats au début de l'IA qui opposaient les naturalistes, c'est ceux qui disaient qu'on devait avoir une structure biologique pour parler d'intelligence, et les autres qui disaient que seul le comportement qui apportait un résultat intelligent, un résultat intéressant, pouvait déjà être considéré comme intelligence, nonobstant la structure de la machine. Depuis lors, une branche de la recherche scientifique s'est aussi ouverte en IA sur la similarité structurelle entre les cerveaux humains ou les cerveaux biologiques et les systèmes intelligents. C'est-à-dire, quoi que nous croyons que seul le comportement décide sur l'intelligence, mais la recherche montre aussi que considérer ou simuler, imiter les structures anatomiques, même pas de façon mot à mot, mais avoir cela à l'esprit quand nous composons les systèmes, peut nous aider à atteindre nos objectifs aussi. Tout comme l'avion, c'est un appareil volant imitant l'oiseau naturel, nous voyons qu'à gauche, nous avons une cellule nerveuse appelée neurone. Neurone, en neurologie, en médecine, c'est une cellule
du cerveau, une cellule dans le nerf. Elle a 4 parties, cette cellule. Elle a les dendrites. Les dendrites, ce sont les petits fils à gauche qui, ensemble, vont former un espace à l'intérieur qu'on appelle le corps cellulaire, le soma. Les dendrites permettent à la cellule de recevoir l'information de cellules voisines. Cette information est à caractère électrique. Donc, ce sont des variations des charges électriques, des tensions électriques venant de cellules qui sont voisines de cette cellule. Et l'espace somatique, c'est ça même le centre du traitement de l'information. Ensuite, nous avons l'axone. L'axone, c'est ça, ces tubes, ces canaux par lesquels le traitement va se prolonger jusqu'à la fin de la cellule que nous appelons le terminal. Les terminaisons axonales, terminals in English. Ces terminaisons vont permettre à cette cellule de se connecter au voisin pour transmettre son information. C'est-à-dire l'information passe de la cellule précédente à cette cellule par les dendrites. À l'intérieur, l'espace somatique a tout ce qu'il faut, les protéines et autres, pour faire ce qu'il doit faire et sortir une charge électrique à partir de l'axone jusqu'au terminal qui vont se connecter à la cellule suivante pour que la cellule suivante fasse aussi son boulot. Alors, vous allez voir que avec le réseau des neurones, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas très important pour cet exposé, mais c'est une façon aujourd'hui, l'une des façons qui ont révolutionné l'intelligence artificielle, la technique de l'implémentation de l'intelligence artificielle, de construire les systèmes d'intelligence comme des réseaux de neurones, des réseaux de cellules nerveuses qui ont une structure plus ou moins similaire où nous avons des dendrites appelés inputs, l'entrée, les x1 jusqu'à xn. Nous avons les charges électriques qui étaient dans les côtés naturels, ici représentés par des nombres que nous appelons oméga, c'est W mais en grec, oméga, 1 jusqu'à oméga n. Chaque dendrite a une certaine vibration électrique qu'elle a reçue de la cellule précédente. Cette liste de vibrations électriques, nous l'appelons weights, le poids. Et dans le corps somatique, le soma, ici là où il y a le symbole de somme de Riemann, nous avons le weighted sum, la somme pondérée, c'est-à-dire on multiplie la vibration que nous avons reçue de la cellule là et l'entrée, la donnée que nous avons. Par exemple, la donnée peut être l'image que vous voyez avec vos yeux, l'audio que vous entendez avec vos oreilles, l'odeur que vous percevez avec vos narines. Et vous allez faire une multiplication entre la donnée et la vibration électrique. Et le produit, vous allez l'additionner au produit de la deuxième donnée et de sa vibration électrique, ainsi de suite, pour former une matrice. Qu'est-ce qu'une matrice? Ce n'est pas intéressant pour le moment. Vous avez une matrice, un tableau de nombres auquel vous allez associer bias. Bias, c'est une inclinaison, une préférence. Quand quelqu'un est africain, il a une certaine préférence de nourriture, préférence de ceci, cela, ça peut être lié à la culture, ça peut être lié... Donc, ce que vous avez vu dans votre vie va, d'une façon ou d'une autre, influencer vos décisions. C'est ça les bias. Et le F, c'est fonction d'activation. C'est cette fonction qui décide quelle est la vibration de sortie que vous donnez à la cellule suivante. Donc, vous voyez maintenant que déjà, nous avons quitté le simple fait de parler de l'intelligence artificielle comme une magie, comme quelque chose qui vous permet d'écrire les articles dont vous n'avez aucune idée ni de l'introduction ni de la conclusion, mais plutôt c'est une structure réelle qui existe, qui est plus ou moins, si on peut se le permettre, une copie technique d'une cellule nerveuse. Donc c'est une implémentation réelle, c'est une machine réelle, et à l'intérieur, mais cette machine de côté artificiel, c'est plutôt c'est une boîte mathématique, c'est une suite d'opérations mathématiques qui réalise cette fonction. Donc, la comparaison structurelle est basée sur la fonctionnalité, puisque nous sommes toujours dans la logique du comportement. Après avoir reçu ces résultats, nous pouvons maintenant voir ce qui se passe. Maintenant, nous avons plusieurs ces cellules artificielles et nous pouvons en discuter à l'échelle systématique ou systémique. Vous avez une image, votre œil va percevoir cette image, le cerveau va traiter l'information et puis vous allez vous dire il y a voilà, une assiette et tout ça avec les oranges, les bananes et autre chose.
La même chose peut se reproduire avec un système artificiel. Vous avez une caméra qui représente votre œil. Vous avez un ordinateur avec une capacité de traitement avec IA à l'intérieur qui représente votre cerveau. Et ensuite, vous aurez le même résultat. Donc, nous avons plus ou moins la copie conforme du système naturel. Et ça, nous appelons ça vision par ordinateur. C'est aussi la révolution de la perception avec l'intelligence artificielle, puisque nous avons révolutionné la façon de percevoir. Pourquoi? Eh bien, puisque l'un des domaines qui nous pousse exactement à associer l'IA avec l'intelligence, c'est la vision. C'est la vision. Aujourd'hui, déjà, la médecine et les neurosciences, la neurologie et autres, nous ont en effet démontré que la vision n'est pas un simple enregistrement passif, comme si ce que vous voyez, vous l'enregistrez, et puis quand vous le voyez, vous dites exactement ce que vous aviez enregistré. Non, c'est plutôt un processus de reconstruction active extrêmement complexe. Et ça, puisque c'est complexe, nous n'avons pas une formule pour dire Y est égal à F de X, mais il y a une boîte noire qui peut faire ces rapprochements et nous dire exactement ce que nous voyons. Nous pouvons aussi parler de comment, plus ou moins, l'ordinateur perçoit une image, sans entrer dans les calculs, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut savoir, une image, c'est comme un tableau de couleurs. Chaque couleur peut se représenter par 3 valeurs. La première valeur, c'est le taux du rouge, la couleur rouge, le taux de la couleur rouge, la teneur de la couleur rouge. Chaque teneur va de 0 à 255. Par exemple, ces carrés ici, chaque carreau est appelé cellule. Cette cellule, sa teneur en rouge, c'est 90, sa teneur en vert, c'est 0 et sa teneur en bleu, c'est 53. Celle-ci, sa teneur en rouge, c'est 213, teneur en vert, c'est 60, teneur en bleu, c'est 67. Celle-ci, teneur en rouge, c'est 249, teneur en vert, c'est 215 et teneur en bleu, c'est 203. À partir de cette image, nous pouvons maintenant représenter les tableaux par ces valeurs au lieu, donc c'est-à-dire l'ordinateur n'a plus l'image, mais vous pouvez voir déjà que la silhouette d'image peut apparaître. Celle ici, j'ai pris le niveau en gris, niveau à gris, c'est-à-dire au lieu de prendre l'image en couleur, je prends seulement la moyenne en grise, l'image en noir et blanc, si on peut le dire, en échelle de gris. C'est-à-dire, si vous voyez déjà la face qui se dessine, mais on n'a pas trop de précision. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des systèmes d'imagerie, de traitement d'image, n'ont pas besoin d'avoir toutes les informations visuelles, toutes les couleurs comme nous en avons besoin. L'ordinateur peut bel et bien travailler avec cette image de basse résolution qui lui permet de travailler beaucoup plus rapidement. Nous avons besoin de trop d'informations pour traiter l'image. Pourtant, l'ordinateur avec une image en noir et blanc comme celle-ci, ce qui est même le cas avec certains animaux, comme les serpents qui voient les objets en noir et blanc, parce que ses yeux, tout comme le chat aussi, a des yeux en infrarouge. Il voit des choses en noir et blanc, donc en échelle de gris. À partir de cela, nous pouvons maintenant avoir une matrice comme celle-ci, où les couleurs ne sont même pas reprises du tout. Nous n'avons qu'un tableau de nombres, et ce tableau de nombres, ensuite, va nous replonger dans la même formule. Donc, vous comprenez que cette formule, sans que nous ayons fait des calculs, vous comprenez déjà que cette formule, c'est ça, toute la philosophie de l'intelligence artificielle. Nous avons notre boîte noire appelée F, nous avons notre donnée que nous voulons X, les perturbations, le flou et tout consort, le perte de l'image, le problème de luminosité et tout consort, les epsilon, et puis ensemble, il peut nous donner un résultat, une prédiction que moi j'appelle prophétie, appelée Y. Donc, nous n'avons pas changé nos bases. C'est exactement la même chose. Ensuite de cela, nous pouvons voir maintenant, quand nous avons des images, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut faire grand chose. Par exemple, nous avons le système d'analyse d'imagerie médicale où on peut voir les fonctions cardiaques. IA peut vous dire votre respiration ou bien le niveau de sang qui viennent dans le cœur ou qui repartent du cœur. Ça peut vous montrer votre foie, le liver fibrosis, le fibrone à l'hiver, à votre foie, dans votre foie. Ça peut vous montrer la densité de votre sein ou quelque chose comme ceci. Donc,
Et ça aide le docteur, au lieu que le docteur puisse se supposer ou estimer avec le papier tout qu'on sort, l'IA peut vous donner ces informations et le docteur, avec sa connaissance, son sens humain, peut aussi faire une interprétation et vous donner un traitement approprié. Quoi encore nous avons avec l'IA? Eh bien, l'IA peut aussi être utilisée dans la robotique. En robotique, eh bien, l'IA nous permet, par exemple, d'avoir cette machine qui est très connue, hein, Da Vinci. Il s'appelle Da Vinci, le robot de chirurgie. Alors, il y aura une table où on place le malade et le robot peut travailler soit seul, soit commandé à distance. Un docteur aux États-Unis peut vous opérer au Congo. Bon, au Congo, c'est difficile puisque nous avons un problème d'électricité et des réseaux d'Internet. Mais en tout cas, dans beaucoup de pays, c'est déjà faisable aujourd'hui. Et vous pouvez voir à droite les ordinateurs qui vont toujours laisser le docteur avoir un œil sur ce qui se passe. Ensuite de cela, nous pouvons parler maintenant de la grande thématique de ChatGPT, de Gemini, de Quillbot et autres, qui sont les structures des langages, qui travaillent avec les textes, le parole et autres. Alors, le système repose toujours sur les mêmes bases. Vous avez une image. Cette image, en réalité, dans le vrai système, ici, ça ne sera pas une image, puisque nous parlons du langage, ça sera une personne qui parle ou deux personnes qui causent ou quelque chose de similaire. En tout cas, c'est le son, la voix, qui va entrer dans votre oreille. Et votre oreille va conduire les informations jusqu'au cerveau. Le cerveau va décider, par exemple, si quelqu'un vous a dit bonjour, ou si quelqu'un vous a posé une réponse, ou si vous devez donner une réponse. Quelqu'un vous a posé une question, ou si vous devez donner une réponse. La même suite d'opérations se représente dans les systèmes artificiels, où vous avez l'entrée, c'est-à-dire les gens qui parlent, ici ça ne change pas, mais l'objet de perception devient un micro. Le micro va conduire l'information dans une unité centrale, l'ordinateur. C'est ça la partie la plus importante de l'ordinateur. L'écran n'est là que pour la visualisation. Mais ici, dedans, nous aurons l'IA. L'IA qui va comprendre la conversation, comprendre vos données, interpréter et vous donner exactement le même feedback, le même résultat, la même prédiction. Ensuite, nous pouvons aussi voir le boom de l'IA, ce qui est exactement comment est-ce qu'il complète nos phrases. Comment est-ce que moi, je lui donne un titre, lui va me donner, il va me dire tout ce qu'il connaît de ces titres, me donner des citations académiques, me dire ce que je dois faire, ce que je dois éviter. En tout cas, absolument, si l'IA existe depuis les années 1950, ce que nous voyons depuis 2022, c'est un choc de démocratisation. C'est ça le terme, le choc de démocratisation. C'est-à-dire, ces chocs où ce boom de l'intelligence artificielle est porté presque exclusivement par les LLM. LLM, c'est-à-dire Large Language Model, le langage des modèles larges, c'est-à-dire ce sont des très gros modèles qui permettent de travailler sur les langages, les textes, le son, tout ce qui est langage. Veillons démystifier comment ces trucs fonctionnent sans entrer dans les calculs, puisque nous voulons vraiment garder l'aspect philosophique, procédural, au lieu d'aller dans l'aspect technique d'implémentation. Comment est-ce qu'ils font cela? Eh bien, la procédure est simple. Vous avez 3 étapes. La première étape est que quand le modèle est en train d'être construit, nous disons entraîné, le vocabulaire disponible sur Internet, sur toutes les données, lors de son entraînement, lors de son apprentissage, lors de cette fabrication des modèles, vont constituer un vocabulaire. Le vocabulaire, c'est-à-dire ce que lui, il connaît. Les vocabulaires, ce sont des mots et aussi des moitiés des mots, dépendamment de la taille de chaque mot dans ces vocabulaires. Alors, il va construire un vocabulaire. De ces vocabulaires, nous allons à l'étape B, qui, à chaque vocabulaire déjà dans l'étape A, il sera assigné un chiffre, un numéro pour dire que c'est le vocabulaire numéro 0, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite. Et ensuite, dans l'étape B, ces nombres vont être reconstitués en une matrice des vibrations électriques, comme nous l'avions vu, qu'on appelle les weighted, les sommes pondérées, c'est-à-dire les matrices qui vont se multiplier aux données. Les données, c'est quoi? C'est la phrase que vous donnez. C'est les mots que vous entrez. C'est la question que vous posez. Alors, puisqu'il y a un vocabulaire
avec les chiffres, puisque chaque mot a reçu un chiffre, votre phrase est redéfinie, réécrite en termes de succession de nombres. Chaque mot est un nombre maintenant. Le vocabulaire, totalement, est un nombre, sont des nombres. Donc, c'est-à-dire représentant des vibrations. Alors, la multiplication entre votre phrase et tous les vocabulaires de ChatGPT nous donne une certaine suite des probabilités. Pour ceux qui font les probabilités, les statistiques, cela nous permet maintenant de venir à l'étape C, là où, par exemple, vous donnez le premier mot LLM, et ça peut vous proposer, par exemple, le mot learn, puisque dans les cas échéants, ça, c'est un système que j'avais construit, mais je n'ai pas voulu faire la démonstration pratique ici pour garder le débat au niveau conceptuel. Vous allez voir que ça vous propose le mot learn. Et si vous donnez learn, comme dans la deuxième ligne, LLM's learn, il vous ajoute tout. Et plus vous entrez, il peut vous donner toute cette phrase en diagonale. LLM's learn to predict one word at a time. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui se passe avec ChatGPT, c'est comprendre ce que vous dites. Il a compris déjà la connaissance qu'il y a sur Internet. Il essaie de prédire le mot suivant qui est pertinent pour les débats que vous avez. Mais il y a bien évidemment dans le contexte technique, il y a le contexte, la taille, le nombre de mots qu'il peut procéder au même moment, il y a tout ça, tout ça. Mais l'idée générale reste qu'il fait une production probabilistique, c'est-à-dire, compte tenu de la phrase, par exemple, dans la dernière ligne, vous avez dit LLMs learn to predict one word at a. Si vous tapez ça sur ChatGPT, vous allez voir que cette phrase sortira ou quelque chose de très similaire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est justement une structure mathématique, une boîte noire. Pourquoi elle est boîte noire? Puisque ces mathématiques, les calculs qui sont là, nous ne pouvons pas les créer comme f de x est égal à z. Nous pouvons les représenter, bien évidemment, avec f ou x. Mais ce qui se passe dans f, c'est ce qui est magique. C'est ce que nous, aujourd'hui, nous appelons intelligence. C'est plutôt les calculs. Il y a la statistique, il y a la probabilité, il y a l'algèbre linéaire. C'est les maths qui produisent ça. Mais pourquoi est-ce que c'est surprenant? Eh bien, nous en avons parlé. C'est l'échelle. C'est la quantité de données qui nous donne cette impression. Comme les oiseaux, individuellement, ça ne nous dit pas grand-chose, mais ensemble, ils forment des choses qui sont super intéressantes. C'est la dimension, c'est l'échelle qui nous donne cette impression d'intelligence. Et là, c'était pour dire merci pour avoir suivi notre exposé. Et maintenant, c'est le moment de rendre la parole à notre modérateur. Merci d'avoir suivi. Merci beaucoup, docteur André, pour l'exposé sur l'intelligence artificielle qui nous entend bénis. Pourquoi? Parce que nous autres ici, je dirais, j'étais dans l'ignorance de beaucoup de choses. Après cet exposé, je viens de comprendre, de capter quelque chose. Alors, sans pas perdre le temps, nous sommes arrivés au moment des questions et ajouts. S'il vous plaît, quand vous posez la question, soyez bref. Ou quand vous voulez ajouter, soyez aussi bref. Et surtout, restez dans les cadres, dans les thèmes que notre présentateur nous a donnés. Pas aller dans beaucoup de choses qui vont changer l'atmosphère de la conférence. Alors, si vous avez une question, veuillez lever la main. Je suis en train de lire déjà là-bas quelques questions. Il n'y a pas de questions. C'est écrit, Soubi, je ne sais pas. Vous avez la parole. Ouvrez le micro, la vidéo, plutôt la caméra si possible, et posez votre question. Bonjour à tous. Bonjour, merci. Ah, ok. Je voudrais d'abord présentement remercier l'intervenant pour la qualité de son exposé. Là, il faut le dire. Bon, j'ai deux petites questions.
Je ne sais pas si je dois envoyer ça sur le chat ou bien je peux le lire et je pense il entendra et puis me répondre pour gagner le temps, hein. Alors, la première question. Posez la première et puis vous présentez aussi et vous nous Ah oui, parlez. oui, 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 oui. Ok, je m'excuse. Alors, moi, c'est Madame Soubi, étudiante doctorante à Shenyang University of Technology. Je suis c'est la deuxième année et demie déjà. Ah ouais. Bon, ça, c'est pas trop mon domaine, mais j'ai été surtout intéressée par le titre. Alors, c'est le titre qui a poussé à ce que je puisse participer à cette conférence. Alors, j'ai deux petites questions par rapport à l'exposé, surtout sur la partie neuronale. Alors, ma première question est de savoir en quoi la représentation neuronale artificielle diffère-t-elle fondamentalement de représentation mentale humaine? Et comment cette différence limite-t-elle la capacité de l'intelligence artificielle à effectuer un raisonnement causal abstrait, indépendamment de données d'entraînement? Parce que ça m'a vraiment beaucoup intéressé cet aspect-là, bien que ce n'est pas mon domaine, mais je me rappelle encore mes passés, j'ai eu à travailler là-dessus. Alors, si tu peux un peu me éclaircir là-dessus. Et la deuxième question, comment expliquer que... Question par question, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord, je me limite Il y là. a même Je possibilité ne sais pas si tu as écrit la question, Monsieur Jao André. Oui, j'ai écrit la première question. Je vais la répéter pour voir si c'est bel et bien Ok, votre question. Vous avez d'accord. posé en gros, en Oui, quoi les représentations neuronales artificielles diffèrent de neurones naturels ou biologiques voilà, humaines. voilà. Des représentations mentales humaines, voilà. Et comment cette Voilà. différence limite-t-elle la capacité de l'intelligence artificielle à effectuer un raisonnement? Mhm. Ouais. C'est une petite question là. OK. Ouais. Voilà, allez-y dans la deuxième question. Ah, ok. Alors, la deuxième, si tu peux expliquer un peu, nous avons remarqué que l'intelligence artificielle, effectivement, excelle dans des tâches d'optimisation statistique, parce que tu as parlé de statistiques, de prédiction et ainsi de suite. Mais j'ai Hmm. constaté que le transfert de compétences dans des contextes nouveaux ou Oui, non supervisés, en oui. tout cas, sur ce point-là, cela remet-il vraiment en cause l'idée même de l'intelligence artificielle? Bon, ça, c'est ma petite expérience. Alors, comme toi, tu es du domaine, si tu peux essayer un peu de nous éclaircir là-dessus. Hmm. Mhm. OK. Merci. En tout cas, c'est les deux petites questions que j'avais. Hmm. Je D'accord. vous retourne la parole. Merci. Mais là, monsieur le modérateur, on répond ou bien on récolte les questions? On répond directement d'abord. D'accord, d'accord. En tout S'il cas, vous plaît, merci pour la question de... Très bien. Merci pour la question de Madame Soubi. En tout cas, ça montre que j'ai eu au moins une audience très attentive. En tout cas, moi aussi, j'apprécie la pertinence et la clarté des questions. Merci. Et la première question est celle de savoir en quoi est-ce que ces représentations neuronales dont nous avons parlé sont fondamentalement, c'était ça le mot-clé, fondamentalement différentes avec les neurones naturels. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous venons de présenter, cette comparaison des structures, ne sont que par rapport à notre compréhension actuelle des neurones. Dans 1000 ans, quand nous saurons un peu plus sur ce qu'est exactement la vraie structure des neurones biologiques, nous allons voir qu'est-ce que nous pourrons ajouter à notre structure artificielle pour qu'il y ait encore un peu plus de similarité. Déjà, première différence fondamentale est que notre représentation artificielle se base sur ce que nous connaissons du moment. Ça, c'est un. Et puis, de deux, quand le neurone, puisque vous avez parlé, comment est-ce que cette représentation limite-t-elle, ça c'est la deuxième partie de cette même question, comment est-ce que cette représentation limite-t-elle la capacité de l'intelligence, etc. Voilà. Est-ce que ça limite? Je ne sais pas. De toute façon, la plupart des choses que l'humain seul pouvait faire, aujourd'hui la machine peut le faire. Est-ce que ça limite? Je ne sais pas.
Mais je sais qu'il y a aussi une certaine dimension des différences, dans le sens que quand nous parlons de l'intelligence pour l'humain, nous voyons aussi la conscience. Nous ne sommes pas, ça c'est plus ou moins philosophique. Nous n'avons pas seulement conscience de l'extérieur de nous, de l'autre alter, comme en latin, alter, l'autre, autrui, mais nous avons aussi connaissance de nous-mêmes. Est-ce que l'IA est consciente d'elle-même? Ça, c'est une question à poser. Est-ce que ces structures artificielles permettent à l'IA de se rendre compte de ce qu'elle est elle-même? Ça, c'est un grand débat qui est vraiment conduit aujourd'hui dans les plateformes les plus sérieuses possibles. Alors, moi, je pense, en tout cas, c'est mon opinion, que ce qui manque, la dimension qui manque à cette représentation, c'est le fait qu'elle puisse nous convaincre qu'elles ont, au-delà des résultats intéressants qu'ils nous donnent, une dimension de conscience. Est-ce que cette machine, ou bien cette construction, puisqu'en réalité, quand on parle de machine, c'est pour dire que c'est artificiel, c'est construit, mais ce n'est pas une machine, c'est une composition mathématique, comme nous l'avons vu, c'est la statistique, les équations, l'algèbre linéaire. Vous voyez? Donc, à la première question, en quoi est-ce que les représentations neuronales diffèrent? Eh bien, moi, je pense que pour le moment, nous pouvons dire que plus ou moins, en gros, c'est la même chose, mais la différence… Par exemple, j'aimerais renchérir cette réponse. Nous savons que les neurones et tout ça sont composés de cellules. Ce sont des cellules. Et chaque cellule, dans sa structure de base, nous avons la couche externe dans laquelle se trouvent les cytoplasmes, pour ceux qui ont fait la biologie chimie, comme nous autres, les cytoplasmes dans lesquels baigne un noyau. Les noyaux à l'intérieur, l'ADN, tout consort, et il y a toutes sortes de protéines qui font le boulot. Dans notre structure, on ne parle nulle part des protéines artificielles. Nous ne parlons pas de toutes ces choses. Nous sommes dans le gros plan, il y a une cellule, il y a une partie qui nous permet de recevoir l'information. Ça, c'est la structure externe, les dendrites, le soma, et puis il y a l'axone et les terminaisons. Mais par exemple, ce qui se passe à l'intérieur du soma, nous ne l'avons pas représenté. Nous sommes dans le gros plan. Et ça, je pense que ça pourrait être aussi une différence. Et ensuite, la deuxième question, AI excelle dans les prédictions. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas question de débat. Votre question est celle de savoir pourquoi les transferts de connaissances dans les contextes nouveaux ou non supervisés n'a pas autant de performance que dans les contextes supervisés. Bon, moi, je pense que c'est puisque, d'abord, si vous êtes informé, vous saurez que aujourd'hui, AI a déjà fait un grand pas dans la compréhension des données non structurées, puisque nous avons des données structurées, c'est-à-dire des tableaux où nous avons telle donnée qui représente à telle chose, comme j'avais montré dans mon tableau, les angles de chaque doigt qui correspondent à tel objet, les angles de tel doigt et tel doigt qui correspondent à tel objet. Cette correspondance, c'est ça, supervisé pour ceux qui ne savent pas. Mais non, quand IA apprend avec la supervision, c'est-à-dire il y a une sorte de facilité. Il a une idée sur les réponses, il a une idée sur il a les données, et puis il essaye de chercher seulement la fonction qui mélange, qui relie les données aux réponses. Mais quand il n'y a pas de supervision, c'est-à-dire supervision veut dire que nous avons les données, on n'a pas les réponses liées aux données. Et les questions, et les réponses, et tout sont dans un mélange non structuré. Dans ces cas-là, la difficulté qui se pose, c'est d'abord de traiter la qualité des données, puisque une donnée dans l'entraînement d'IA, en tout cas, doit respecter 3 éléments. Premièrement, la donnée doit être précise, c'est-à-dire si aucune des données dans cette base de données n'a des informations pertinentes, les modèles ne vont pas bien fonctionner. Deuxièmement, l'information doit être abondante, c'est-à-dire si vous avez des bons exemples, l'IA ne sera pas généralisée pour comprendre que X et Y doivent donner Z. Et la troisième qualité de la donnée, les données doivent être diversifiées. Si vous avez 50 000 exemples et que tous les 50 000 exemples disent exactement la même chose, il n'y a pas beaucoup de connaissances à en tirer. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas de supervision, la qualité des données est affectée. Pourquoi? Puisque les données sont abondantes, ils sont peut-être diversifiés,
Mais la relation claire entre les données n'est pas connue. Mais nous savons aussi qu'il y a maintenant plusieurs algorithmes qui, par exemple, pour terminer cette réponse, dans les conférences qui suivront, si jamais nous sommes invités, je vais montrer un petit cas particulier où il y a un jeu de serpents que tout le monde a joué, les serpents qui mangeaient les pommes et tout consort. Vous jouez avec votre téléphone, votre clavier. Mais vous pouvez construire un système où il n'y a absolument aucune instruction sur ce que le serpent doit faire. Vous laissez le système IA avec la statistique et la probabilité jouer pendant quelques temps. Moi, avec j'ai la vidéo sur ma chaîne WeChat. Vous allez voir qu'après 5 minutes, l'IA commence à comprendre, le serpent commence à comprendre ce qu'il doit faire pour maximiser ses points. Après 30 minutes, ces IA-là jouent plus que tous les meilleurs joueurs de ces jeux. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Vous l'avez avec les robots qui font la vaisselle, qui font toutes sortes de choses, sans que vous l'appreniez absolument rien. Donc, dire qu'il n'y a pas de performance, ce n'est pas vraiment ça, mais la performance est limitée compte tenu des circonstances d'apprentissage. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai essayé. Non, ça va. Tu as bien répondu. Merci. Ça va. Ça va. Mais, sauf que je sens qu'il y a une petite contradiction par rapport au sujet. Parce que là, tu es en train d'appuyer dans l'autre sens. Et le sujet, tu as dit, à moins que je me suis trompée, tu avais parlé de l'intelligence. Quel était déjà ton sujet? Quelle était la thématique de cette conférence? La thématique, c'est que IA n'est pas une intelligence. Voilà. Mais là, par rapport à ton exposé, à toutes les réponses, tu es en train d'appuyer que l'IA est une forme d'intelligence. Plus encore, c'est un outil d'imitation et de prédiction très puissant. Oui, prédiction, c'est ça. Le terme, le jargon est là. Prédiction ne veut pas dire intelligence. C'est-à-dire, d'abord, au début, je sais que vous avez été là depuis le début, nous avons montré que… Je vous ai joué un peu, je crois, 1 heure de retard. Hein? Une heure de retard, là, j'ai eu à manquer quelques éléments. Exactement. J'ai des questions, peut-être que tu avais parlé lors de ton exposé. Alors, exactement. Votre remarque vous a trahi. Votre remarque vous a trahi. Parce qu'au début, si je peux le montrer rapidement, je pense que votre question est pertinente et on a un peu le temps. Je peux… Alors, 1 minute, s'il vous plaît. Oui, 1 minute. Voilà, 1 minute. Voilà, ici nous avons dit que la définition d'IA a été réadaptée. C'est-à-dire, quand nous parlons d'intelligence dans le cadre de l'IA, on n'utilise pas une définition comme nous l'entendons pour l'humain. Cette définition réadaptée a été proposée par Alan Turing, qui est l'un des pères fondateurs de l'informatique théorique et de l'intelligence artificielle en 1950. Il a réadapté l'intelligence en disant qu'une machine est intelligente si son comportement, non pas si le mécanisme de fonctionnement est semblable à l'humain, mais si le comportement est indistinguable de celui d'un humain. Et il propose les tests de Turing. Test de Turing, c'est une machine dans une chambre cachée, un humain dans une autre chambre cachée, l'image B, et puis il y a un juge humain. Si plusieurs séances plus tard, le juge qui envoie des questions écrites à la machine envoie des questions écrites à l'humain, l'humain donne les réponses, la machine donne l'humain les réponses. À la fin, après 10 séances, 1000 séances, 50 000 séances, le juge humain ne sait plus distinguer si les réponses venaient d'une machine ou de l'humain. Cette confusion, puisque l'être humain est incapable de distinguer les réponses venant de la machine ou de l'humain, nous disons que la machine est intelligente. Déjà, il faut noter que l'intelligence n'a pas une définition formelle. L'intelligence n'a pas une définition formelle, mais nous adaptons notre conception d'intelligence par rapport au comportement. Est-ce que les résultats que la machine nous donne peut être assimilé un résultat qu'on peut montrer à quelqu'un et quelqu'un dira « Ah, je pense que tu as bien fait ça » et puis tu dis « Non, 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 ce n'était pas moi qui l'ai fait, je l'ai pris des IA ». C'est ça. Si cette situation peut se poser, alors là, on parle de machine intelligente. Donc, nous montrons que nous utilisons le terme intelligence parce que le pionnier de l'intelligence artificielle ou de ces concepts nous ont proposé une autre façon de voir
l'intelligence? Non pas de rester avec les débats philosophiques, mais plutôt de voir est-ce que les résultats a des sens ou bien c'est juste un résultat qui est basé sur un programme structure fixe. Mais si par rapport aux questions, la machine peut nous donner des réponses qui nous montrent que on peut aussi les confondre à un humain, alors c'est intelligent. Donc, c'est-à-dire c'est la réadaptation de la définition qui nous a plongé à dire que ben, c'est une intelligence. Mais en réalité, l'intelligence elle-même n'a pas de définition. D'accord. Voilà. OK. Merci, merci bien. Vraiment, Voilà. je dois dire que ton exposé Merci était beaucoup, très, cher. très, très capital. OK, merci. Je Merci. remets la parole au modérateur. Merci beaucoup pour les questions et pour les réponses. Je pense on peut tourner un peu la page dans 3 minutes pendant que le présentateur est en train de parcourir quelques questions là. Et puis, on va lui donner 3 minutes pour répondre, donc pour le paraphraser. Alors, changeons un peu d'habit. En passant, au nom de M. Wabenga Edmond, que je représente pour ce qui est des questions scientifiques et autres. J'aimerais paraphraser un peu les activités académiques que nous allons organiser durant cette année et nous appeler à ne pas se fatiguer, nous appeler tous à se mettre dans un même accord pour faire valoir ou valoriser la CCFC. Alors, pour ce qui est des activités que nous allons organisé durant le mandat ou le mandat du président Edmond Wabenga. Nous avons par exemple la rédaction scientifique. Pourquoi nous avons choisi ces termes? Bon, c'est vaste. Hein. C'est pour aider les compatriotes à écrire. Parfois, on refuse ça, vous publiez, on vous dit que c'est de l'AI. C'est compliqué. Il y a ceux qui se battent, se débattent, bon, ils n'arrivent pas quand même à bien écrire leurs articles. Alors que nous sommes 17 années ici, nous aurons des conférences. Nous ne saurons pas déjà vous dire les dates ou la date pendant. Nous vous disons déjà ce qui va venir à l'avant afin que nous puissions nous préparer. Aussi les outils de recherche, tels que notre présentateur vient de nous dire. Si nous ne connaissons pas les outils de recherche, quelle application adaptée à utiliser, ça sera compliqué. Au lieu de graduate dans 3 ans, vous partez 5 ans. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas informé des outils. Au-delà de ça, nous allons organiser des activités liées à la réussite ici en Chine et des conseils pratiques. Voilà, nous sommes loin de nos pays. Il y a les autres qui vont terminer, se lancer dans le business, les autres chercher les emplois. Ils ne sont pas connectés. Voilà, c'est un monde vraiment un peu compliqué, ces Chinois qui restent. Alors, nous allons organiser des activités comme ça, aider nos compatriotes qui ont besoin de réussir ici en Chine, voire même qui ont besoin de rester ici en Chine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en Chine? Tout ça, ça fait partie de la dynamique que nous allons organiser. Alors, nous préconisons encore rapprocher l'ambassade et la CCFC. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avoir un peu de réunions. Vous voyez, l'ambassadeur, c'est un papa. Pendant, nous nous sommes rendus compte qu'il est un peu bon. Il y a quand même l'écart, il est un peu loin. Alors, aurons des conférences comme ça que lui-même sera là pour nous encourager afin de poursuivre nos études. Aussi, nous allons parler de bien-être mental. C'est parmi les activités que nous allons organiser. Allons chercher des professeurs. Déjà, nous lançons l'appel. Si vous êtes fort dans, c'est pas psychologie, c'est pas quel domaine, hier de nous écrire pour que nous puissions organiser une conférence. Pour ce qui est de santé mentale, je vous dis, c'est une réalité. La dépression, c'est chaque jour, les histoires difficiles. Alors, nous aurons des séances comme ça pour aider nos frères et sœurs en ce qui est de la santé mentale. Et ensemble, nous espérons bâtir un avenir de notre pays. Nous revenons dans le banc. Cher présentateur, êtes-vous prêt pour paraphraser les quelques questions vu qu'il nous reste 12 minutes seulement? Oui, oui, nous allons partager ça. Ça, c'est un peu brièvement, vous mettre déjà dans le banc la préfiguration de ce qui va venir. Donc, on va balancer ça partout. Merci beaucoup, monsieur William. J'ai vu les questions sont pertinentes. Je pense que la première question est celle du monsieur Léon Casca. Voilà, Léon Casse quelque chose. Voilà. Donc, il dit merci beaucoup pour l'introduction. Si le monde aujourd'hui ou demain dépend de l'IA, devons-nous tous arrêter
tout arrêter et commencer à apprendre l'IA? La réponse est non. La réponse est non, parce que il y a des choses qui sont précieuses pour l'humanité. Vous n'aurez pas l'IA pour voilà, partager vos soucis, puisque un humain va le faire mieux. IA ne souffre pas, même s'il essaye de donner des phrases qui remontent de la nostalgie par rapport au texte qu'il a vu par-ci, par-là, mais un homme qui est passé par ce que vous êtes passé, par ce dont vous êtes passé, il comprend mieux votre souffrance. Donc, c'est-à-dire, IA sera limité, moi je le dis comme ça, jusqu'à preuve du contraire, qui vivra verra. Donc, IA sera toujours limité dans le côté émotionnel, dans ce qui est vraiment dans les mariages. Bon, vous pouvez vous marier à ChatGPT si vous voulez, mais vous comprenez que le mariage relève d'un concept culturel et toutes ces choses sont vraiment liées à l'humanité. Même pas les animaux en possèdent. La deuxième question est, est-ce nécessaire de savoir la mathématique pour comprendre l'IA? Car il répond à tout. Et comment comprendre la boîte noire si cela a été fait par les hommes? Voilà. Donc, cette question est très bien. Est-ce que c'est nécessaire de connaître les maths pour comprendre l'IA? Ça dépend. Par exemple, aujourd'hui, nous avons parlé de l'IA sans faire les maths parce que nous parlons des concepts, de l'aspect conceptuel de l'intelligence artificielle. Si vous voulez programmer vous-même, développer un système d'intelligence artificielle, par exemple, l'exemple que je venais de donner de l'article publié, accepté en janvier 2026, il faut connaître les mathématiques, puisque tout ce qui se passe, c'est de la statistique, la probabilité, l'algèbre linéaire et tout consort. Donc, ce sera nécessaire. Mais si vous voulez travailler avec l'IA comme les gens travaillent en médecine, parler de l'apport de l'IA en médecine ou autre chose, donc la recherche interdisciplinaire, relation entre IA et d'autres choses, vous n'en avez pas vraiment besoin de maths, mais plutôt de comprendre les concepts théoriques liés à ça. Voilà. Donc, la question suivante est celle de Colombo Donald, qui pose deux questions également. Il dit, est-ce qu'on ne confond pas puissance de calcul et intelligence réelle? L'ego reste un environnement de prédictibilité et logique. L'IA est-elle capable de généraliser cette performance à la complexité du monde réel? Moi, ici, il n'y a pas de débat. C'est exactement ce que nous disons. La définition a été réadaptée. Donc, chaque fois que nous disons intelligence artificielle, nous devons comprendre que nous disons intelligence par rapport à la réadaptation de la définition, par rapport à la nouvelle définition de l'intelligence dans ces contextes qui veut dire comportement qu'on peut juger logique. On voit qu'un humain pourrait faire la même chose dans les mêmes conditions. Un humain aurait dit la même chose dans les mêmes conditions. C'est ça la définition que nous utilisons. Personne n'a raison, personne n'a tort, dépendamment du vocabulaire qu'on utilise, les contextes de la conversation. Donc, c'est-à-dire, dans ces contextes, est-ce que c'est l'intelligence? Moi, je dis non. Je pense que vous partagez le même avis. Mais dans les contextes de cette définition, qui voit les comportements, on les appelle le comportementaliste au lieu des naturalistes. Donc, c'est-à-dire, effectivement, IA n'est pas de l'intelligence, c'est plutôt, ou Go n'est pas de l'intelligence, mais plutôt un environnement de prédictibilité logique. La question numéro 2, il dit, il était intéressant de noter que Lee Sedol, c'est-à-dire le champion du monde en 2016 qui a joué face à AlphaGo, l'IA de Google, il dit, il est nécessaire de noter que Lee Sedol jouait à ces jeux en consommant environ 20 watts, l'équivalent de la puissance du cerveau humain, tandis que l'IA nécessitait un centre de données colossal. Si l'intelligence inclut la capacité d'apprendre et de s'adapter efficacement à partir d'un minimum de données, ces victoires dans les jeux constituent-elles réellement un bon indicateur de notre avenir? D'abord, j'aimerais donner mon opinion, mais si on peut l'appeler rectificatif, dire que Lee Sedol a consommé 20 watts, ça peut être vrai, ça peut être faux, je ne sais pas, je dois voir les statistiques, mais ce que je sais, que selon les rapports et ce que nous connaissons en neurologie, est qu'un humain, à l'âge adulte, quand nous travaillons comme nous sommes là, en moyenne, nous dépensons 20 watts de puissance électrique, telle que nous sommes là, environ 80 plutôt. Excusez-moi, 80 plutôt.
pendant que nous sommes en activité. Et quand nous dormons, voilà, au repos, quand nous dormons, nous ne faisons rien, c'est-à-dire nous dépensons environ 20 watts. Donc, dire que Lee Sedol a dépensé 20 watts quand il travaillait, c'est improbable, je pense. Ça peut être vrai, je vais le voir après, mais je pense qu'il a dépensé un peu plus, puisque le 20 watts, c'est pendant les repos pour toute personne, et plus ou moins un maximum de 80 watts pendant l'activité. Maintenant, vous dites que est-ce que c'est un bon indicateur de l'intelligence? On dit non, puisque AlphaGo a utilisé 800 000, donc 800 kilowatts, 800 000 watts. Donc, Lee Sedol avait un maximum de 80 watts comme tout le monde, et AlphaGo a utilisé 800 000 watts parce qu'il y avait 1920 CPU, l'unité centrale, il y avait 280 GPU, carte graphique. Donc, c'est-à-dire, oui, c'était 400 000 fois, 40 000 fois, disons, si on fait le calcul, 40 000 fois plus de dépenses en électricité que l'être humain. Donc, on voit que ce n'est pas un bon indicateur, mais c'est exactement ça, l'essence de notre partage pour dire que IA n'est pas une intelligence. Ça, c'est mon opinion. Elle n'est pas une intelligence et ce qu'il fait, il le fait différemment de nous, mais nous avons choisi réadapter la définition comme les grands, comme Alan Turing et les autres, pour dire que ben, si le résultat est bon, alors c'est de l'intelligence. Merci. Merci beaucoup, cher Joao André, pour l'exposé. Nous courons déjà vers la fin. Je pense que le président se prépare déjà, on va lui donner un mot. Voyez un peu, chers compatriotes, sur tout ce que nous venons de parler, voire même les articles des doyens comme André ici, que parmi les gens qui publient les articles qui sont méconnus en RDC. Alors, raison pour laquelle, étant les chargés des questions scientifiques, académiques, partenariats, nous nous sommes dit, avec le gouvernement du président Edmond, de mettre un site web, je peux appeler ça comme ça, donc pour la visibilité académique, la base des données de la CCFC, pour que tous ceux-là qui arrivent au moins à publier les articles, qu'on puisse aussi republier ça sur notre site. Au pays, dès qu'on veut chercher telle personne en Chine, on cherche ces articles, on trouve ça. Ceux qui font des recherches, ceux qui font des grands, voire même des professeurs congolais ici, qu'ils puissent aussi être connus. On va les faire valoir ou les valoriser au pays. Je l'avais dit dans une vidéo précédente. Les scientifiques ne sont pas seulement aux États-Unis, ne sont pas seulement en Belgique, ne sont pas seulement en France, aussi en Chine. Il y a des gens comme M. Joao. Vous ce qui vient de nous dire. Il a beaucoup publié les articles qui sont méconnus. Nous allons créer notre site web, la base des données, pour commencer à lire les Congolais qui sont ici en Chine. Il y a encore, pour finir de ma part, pour ce qui est des opportunités professionnelles, nous allons organiser des recommandations, des travail. Vous voyez, c'est un monde de connexion. Bon, pour les chrétiens, même Dieu, Jésus-Christ lui-même, il y a seulement ceux qui étaient par la connexion, ils étaient guéris. De même nous. Donc, pour ce qui est des travail, allons organiser des recommandations par-ci par-là. Des opportunités de stage. On dit qu'en Chine, il n'y a pas de stage. On est à ceux qui font les stages. Ils font ça comment? Nous allons nous battre, nous nous sommes engagés pour que cette année ici, vous voulez déjà faire les stages, n'hésitez pas. Vous êtes fort dans tel domaine, n'hésitez pas. Vous avez déjà eu à publier, contactez-nous. On va voir comment valoriser, voir même des vidéos, des interviews. Nous commencerons à les faire pour le bien des étudiants qui sont ici en Chine, qui soient connus aussi au pays. Les ateliers sur la recherche d'emploi, tout cela, nous avons encore le temps. Ce que moi, je vous demanderai, étant chargé de questions scientifiques, c'est de s'y donner. Pour valoriser le pays, ce n'est pas seulement l'affaire du président Edmond. Ce n'est pas seulement l'affaire de M. William chargé des questions scientifiques. C'est l'affaire de nous tous. Engageons-nous. Faisons vibrer le pays. Ça doit fleurir, surtout ici en Chine. Bon, d'une part, je le disais, nous devons même être dans une bonne compétition avec ceux qui sont aux États-Unis, qui pensent que c'est eux les élites, qui doivent diriger le pays, qui doivent dire comment la RDC doit se comporter, doit aller de l'avant. Pendant en Chine, il y a aussi les élites. Donc, nous nous demanderons de s'y donner un peu pour faire valoriser le pays. Il nous reste 7 minutes. Déjà, je donne la parole
au président. Désolé pour la question que vous venez de poser ou les questions que vous avez écrites. On peut continuer. Euh, ah oui, ah oui, il y a une conférence qui va se tenir. Bon, la date, nous ne serons pas vous le dire, sur l'entrepreneuriat, et de suite. Nous allons vous informer d'ici quelques heures ou quelques jours. Allons vous informer sur la prochaine conférence. Pour toutes les questions qu'on n'a pas eu à répondre, ne nous en tenez pas à rigueur. Écrivez ça dans les groupes. Nous sommes là, nous allons le faire parvenir à monsieur André, voire même lui-même, il peut déjà donner sa carte d'adresse, soit son email. En cas de besoin, n'hésitez pas. Vous avez un problème qui vous complique, comme moi, écrivez-lui. Il est déjà fort dans l'IA. Il peut vous dire quelque chose pour que donc il faut on s'entende. Bon, je voulais parler en lingala, mais c'est parti. Alors, je donne la parole au président Edmond. Je pense qu'il est là pour sa bénédiction finale. Le dernier mot, en fait. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues et invités, bon après-midi encore une fois ou bonsoir. Nous voici arrivés au terme de cet après-midi de réflexion intense et stimulante. Permettez ma situation, je suis trouvé un endroit peut-être qui ne m'est pas favorable pour ma caméra. Je tiens à m'excuser énormément par rapport à ça. Alors, au nom de toute la grande famille CCFC, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement notre orateur, Monsieur Joao André Ndombasi Diakousala, chercheur en intelligence artificielle et interaction homme-machine, par son exposé clair et profondément original. Il nous a invités à dépasser les discours convenus sur lui en exposant cette question fondamentale qui était l'IA est-elle vraiment une intelligence? Il nous a rappelé une distinction essentielle, trop souvent oubliée dans l'essor fulgurant de technologie, celle entre la prédiction et la compréhension. Donc, nous avons exploré avec lui cette idée contre-intuitive, mais salutaire. Une machine peut exceller dans l'art et prédire sans pour autant comprendre. Surtout quand il nous a parlé de la conscience, si la machine était consciente d'elle-même. Elle manipule des corrélations là où l'humain cherche du sens. Donc, elle calcule sans éprouver. Elle produit aussi, je dirais, sans interpréter. Donc, Monsieur Ndombas et Diakousala, nous a plutôt également offert une vision rafraîchissante et inclusive de la science, en affirmant que l'IA peut être un espace de pensée ouvert à toutes les curiosités scientifiques, y compris celles qui ne pensent ni par les formules ni par les équations. C'est là un message fort pour nous tous, acteurs du changement, décideurs ou simples passionnés. L'avenir de l'IA comment je dirais, ne se jouera pas uniquement dans le laboratoire d'informatique, mais dans le dialogue entre les disciplines, entre la technique humaine. Donc, à ce stade, cette conférence nous laisse donc avec une responsabilité, celle de ne pas confondre vitesse et précipitation, performance et intelligence, ou encore outils et pensée. Je remercie également tous les participants pour la qualité des questions, la qualité des interventions
Et par votre présence et votre engagement que ce débat prend tout son sens. La CCFC continuera à promouvoir ce type de rencontres car c'est en confrontant nos points de vie que nous construisons ou nous construirons un avenir numérique véritablement éclairé. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous pour nos prochains événements. Et je dis donc merci à tous. Je remets la parole au modérateur, cher William Ngoy. Merci. Merci beaucoup, cher président. La messe a été dite, la bénédiction a été donnée. C'est par ces mots que nous vous disons à plus rester branchés sur nos chaînes WeChat, dans nos groupes CCFC pour les prochaines informations.